Il y a quelquefois des dossiers de disparition dans lesquels on fait un transfert. Et si ça vous arrivait, comment réagiriez-vous ? Aujourd'hui, je vais vous parler d'un dossier qui me touche particulièrement. Thomas, jeune trentenaire, disparaît alors qu'il était en soirée avec ses amis et sa compagne en février 2025. 3 mois après, on se pose cette question. Qu'est-il arrivé à Thomas ? Pourquoi s'est-il volatilisé mystérieusement ? On en parle tout de suite dans ma vidéo et on se retrouve juste après ça. Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui en effet pour une vidéo de disparition mystérieuse. C'est une disparition qui est plutôt récente, en tout cas à notre échelle, parce qu'elle date de février 2025. Il s'agit d'un jeune homme qui a disparu, Thomas Riot, qui se volatilise donc en février 2025 à Nanda, en Suisse. Ses parents, Marie-Lise et Laurent, et sa compagne Mélanie ont fait appel à moi afin que je puisse réaliser un appel à témoins sur ma chaîne YouTube. Et donc je profite de ce petit moment pour les remercier de la confiance qu'ils m'accordent. C'est un dossier qui est pris en charge depuis assez récemment par l'association ARPD, ARPD pour assistance et recherche de personnes disparues, pour laquelle, vous le savez, je suis enquêtrice bénévole. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, vous le savez, à chaque fois je fais un appel à témoins et je mets en place un formulaire sous la forme d'un Google Form où vous pouvez laisser vos témoignages de manière totalement anonyme. Donc si vous pouvez aider sur ce dossier et que vous n'avez pas envie de décliner votre identité, faites-le à travers ce formulaire que je mets en place qui sera en description de la vidéo et également en commentaire épinglé. Thomas Riot est, au moment des faits, un jeune Français de 31 ans, plein de vie et très bien entouré. Il est très proche de sa famille et de ses amis et entretient une relation stable et équilibrée avec sa compagne Mélanie, avec qui il partage sa vie depuis 9 ans. Ils voyagent énormément en sa compagnie et ils font ensemble de nombreuses rencontres durant leur périple, agrandissant ainsi leur cercle d'amis à travers le monde. Ils ont notamment vécu 1 an en Australie et 1 an en Nouvelle-Zélande. Thomas est un homme qui a la joie de vivre, il est décrit comme étant bienveillant et qui a le cœur sur la main. C'est un bon vivant qui aime faire la fête et qui est toujours très entouré, notamment de sa famille, de qui il est extrêmement proche, que ce soit avec ses parents Laurent et Marie-Lise, mais également avec sa grande sœur Manon et ses 2 neveux. Il passe des moments familiaux précieux et privilégiés et Mélanie l'accompagne dans tous ses moments de vie. D'ailleurs, cette dernière le décrit comme étant son pilier et ne voit pas la vie sans lui. J'ai d'ailleurs pu de mon côté visionner des moments à travers un panel de photos que je vous partage ici où il transpire le bonheur. Thomas et Mélanie sont saisonniers depuis de nombreuses années. Lui est saisonnier depuis 11 ans en tant que cuisinier et ils travaillent tous deux dans le même restaurant, la Cantina, située à Haute-Nanda, petit village à 1365 mètres d'altitude et qui constitue avec 14 autres villages et 2 hameaux la commune suisse de Nanda, qui est située dans le canton du Valais, dans le district de Comté. Donc c'est un peu complexe, mais je vous mets tout sur une carte. Les remontées mécaniques de Nanda font partie du domaine skiable des 4 vallées, ce qui rend la commune très attractive, surtout en hiver pour les sports d'hiver et en été pour les randonnées. Le reste de l'année, les 2 amoureux voyagent généralement dans leur van aménagée et ils travaillent et vivent de petits boulots, notamment dans les vignes dans le canton de Vaud, en Suisse. Ils n'ont pas vraiment de logement fixe à proprement parler et peuvent se rendre chez les parents respectifs de l'un ou de l'autre quand ils ne sont pas dans leur véhicule, dans le Gers pour les parents de Mélanie ou bien en Loire-Atlantique pour les parents de Thomas. Depuis décembre 2024, Mélanie et Thomas avaient repris la saison. Tout se passait pour le mieux, sans aucune ombre au tableau, jusqu'à la fameuse soirée du mercredi 5 février 2025, où malheureusement tout a basculé. Ce soir-là, Mélanie, sa sœur,
Thomas et un ami se sont réunis au Cheers Bar pour l'après-ski. Vous savez, après le ski, on fait une sorte d'apéro prolongé où on boit et on fait la fête. C'est exactement ce que faisait ce groupe. Ils avaient d'ailleurs l'habitude de le faire. On peut d'ailleurs les voir dans une vidéo que je vous mets ici, rire ensemble, boire, danser. Bon, et c'était pas les seuls à faire ça, tout le monde le fait généralement. Et on les voit surtout très heureux, le sourire aux lèvres, passer un très bon moment. Vers 21h, le groupe de 4 décide de quitter le bar et de se rendre chez la sœur de Mélanie qui s'appelle Chloé afin de dîner, de manger. Ce logement se trouve route des Écluses, non loin du supermarché Migros. Donc tous sont effectivement pas mal éméchés, sont très joyeux et évidemment ils vont rentrer à pied. Pour cela, ils vont emprunter la télécabine qui va les rapprocher du centre de la station et ensuite ils finiront à pied pour se rendre chez Chloé. Donc pour cela, pour arriver chez Chloé, il faut qu'ils traversent un parking. Ce parking va être important pour la suite, vous allez voir. À partir d'un certain moment, Mélanie se rend compte effectivement qu'elle ne voit plus Thomas. Donc elle demande un petit peu au groupe et les gens lui disent il est parti très certainement devant. Et ça n'inquiète pas vraiment Mélanie puisqu'en effet il a l'habitude des fois de s'isoler un peu, d'être un peu solitaire, de s'écarter du groupe pour marcher, mais il n'a pas l'habitude non plus de disparaître complètement. Donc à ce moment-là, elle pense tout simplement qu'il est arrivé avant eux, avant le groupe, chez la sœur de Mélanie. Mais quand ils arrivent chez Chloé, à son appartement, malheureusement, Thomas n'y est pas. Évidemment, l'inquiétude commence à grandir et tous vont le chercher. Ils vont fouiller les 4 coins de la station et ce jusqu'à 3h du matin, mais en vain. Aucune trace de Thomas. Ils essayent évidemment de l'appeler, mais il ne répond pas à son portable et apparemment, au bout de 3 sonneries, le portable semble s'éteindre, donc s'être déchargé. Dès le lendemain de la disparition, Mélanie, qui est rongée par l'angoisse, va se rendre à la police suisse, à la police de la commune, afin de déclarer la disparition inquiétante de son compagnon. Les recherches se tournent rapidement vers l'exploitation des caméras de vidéosurveillance de la commune. Et le but, c'est évidemment de retrouver une trace de Thomas sur les images des caméras afin de pouvoir suivre son périple et trouver où est-ce qu'il pourrait s'être rendu. Et très rapidement, on s'aperçoit que Thomas a été repéré sur 3 caméras. Il a été vu sur une première caméra du funiculaire avec son groupe d'amis, donc ils étaient tous les 4 ensemble. Ensuite, il a été visualisé sur la caméra du parking dont je vous ai parlé tout à l'heure qu'il faut traverser pour aller chez Chloé. Et c'est à ce niveau-là qu'on se rend compte qu'en fait, le groupe, sans le savoir, avait perdu la trace de Thomas. En effet, sur la caméra du parking, on voit des choses intéressantes, notamment que Thomas avait l'air d'avoir bu puisqu'il titubait, mais qu'il n'était pas le plus alcoolisé ce soir-là. Chloé était plus alcoolisée et donc on voit Thomas aider Chloé, notamment en lui prenant son sac à dos afin de l'alléger, très certainement. Mais on voit également Thomas à ce moment-là se diriger à l'opposé du chemin prévu pour aller chez Chloé. Parce qu'au niveau du parking, on est vraiment très proche du logement de Chloé et lui, il part à l'opposé. Donc, je vous montre une vidéo de ce qu'il aurait fait qui a été prise en voiture par Mélanie afin que vous vous rendiez compte que il a totalement fait demi-tour et on ne sait pas pourquoi à ce moment-là. Mais donc, c'est bien ici, vers 21h30, qu'il se sépare du groupe et qu'il marche seul dans le sens contraire de la destination prévu. Et je vous ai dit, il a été vu sur 3 caméras. Donc il a été vu par une 3e caméra, donc là c'est la caméra d'un privé, à une dizaine de minutes du parking. Donc on le voit en train de zigzaguer, marcher seul et toujours avec le sac à dos sur lui, le sac à dos qu'il avait pris à Chloé pour l'alléger. Sur les images des caméras, on s'aperçoit également qu'il a croisé 2 voitures. Le conducteur d'une de ces voitures s'est présenté spontanément à la police en apprenant la disparition de Thomas, en expliquant qu'en effet, il l'avait croisé, qu'il avait l'air d'avoir bu, clairement, mais qu'il ne pouvait pas donner plus d'informations que ça. Par contre, il y a la 2e voiture qui a été aperçue également sur les images de caméras de vidéosurveillance. Là, il semble que ce soit une Peugeot 207 grise ou blanche. On n'arrive pas à distinguer la couleur sur les images. En plus, il s'agit des images de nuit, donc c'est compliqué. Et malheureusement, ce véhicule n'a pas pu être identifié et le conducteur et ou les passagers présents dans ce véhicule, dans cette voiture, ne se sont pas présentés aux autorités compétentes. Alors malheureusement,
ce véhicule ne peut pas être identifié parce que la plaque d'immatriculation est illisible sur les images qui sont de mauvaise qualité. Par contre, rapidement, on a une description très précise de Thomas, de ce qu'il portait au moment des faits, puisque Thomas a été filmé en soirée, je vous avais montré la vidéo et je vous la remontre ici au moment où je parle. Et comme vous pouvez le voir sur cette vidéo, il est vêtu donc d'une doudoune et d'un pantalon noir, d'un bonnet bleu, de chaussures Nike vertes et orange, et il a au moment des faits un sac à dos mi gris vert sur lui que je vous montre également à l'écran. Thomas, c'est pas quelqu'un qui passe inaperçu, il mesure en effet 1m80 et a une allure sportive. Il porte une barbe et a des cheveux courts et marrons de la même couleur que ses yeux. Il présente un imposant tatouage de tête de lion sur le mollet droit que je vous mets également en photo. Donc évidemment, très rapidement, des recherches sont réalisées, des recherches sur le terrain mais également aérienne, et on va déployer, donc les policiers vont déployer pour ça des drones thermiques afin d'éventuellement repérer une source de chaleur qui émanerait du corps de Thomas, qu'on imagine à ce moment-là potentiellement s'être perdu aux alentours de la station. Malheureusement, ces recherches ne donneront rien. Elles sont complétées, comme je vous le disais, ces recherches avec des recherches terrain. Et pour ces recherches terrain, on va notamment déployer une équipe cynophile avec un chien d'une race que vous connaissez sûrement, le Saint-Hubert, parce que je vous en parle très régulièrement dans mes vidéos. Le Saint-Hubert, c'est une espèce de chien qui est reconnu pour son flair exceptionnel. Et évidemment, pour la recherche de personnes, il est extrêmement efficace. Donc ce chien va pister, va flairer la piste de Thomas, et elle semble s'arrêter, cette piste, sur une route non loin de la piscine de la commune, que je vous mets évidemment ici sur la carte, où il aurait donc été aperçu pour la dernière fois sur ces fameuses images de vidéosurveillance. Donc ça coïncide, et on sait que le chien perd la trace de Thomas au niveau du 3 chemin de la Fragnière. Donc ça donne des informations, mais c'est pas non plus très précis, et puis on n'a toujours pas retrouvé Thomas. Par contre, ce qui est très intéressant, c'est ce qui va être retrouvé 2 jours après la disparition de Thomas, un indice de taille, et ce grâce à Mélanie qui va utiliser la fonction de géolocalisation, vous savez, avec l'application Apple, pour retrouver le portable de son compagnon, donc de Thomas. Elle va détecter donc une zone où le portable aurait été repéré pour la dernière fois. Donc il sera grâce à ça retrouvé 2 jours après la disparition, donc le vendredi 7 février 2025. C'est une bénévole qui était venue aider aux recherches qui va tomber sur le téléphone portable. Donc je vous montre le lieu de la découverte. Comme vous pouvez le voir, c'est situé en contrebas d'une route avec des habitations, donc non loin d'un chemin qui est complètement verglacé. Donc vous avez en haut les habitations et vous descendez, il y a un chemin qui mène vers la forêt, qui n'est pas du tout au milieu des habitations, et il est retrouvé donc sur la pente, ça n'a aucun sens. Donc je vous montre aussi la photo des lieux après la fonte des neiges pour que vous ayez une idée. La zone est située en contrebas d'une route où la piste de Thomas a été flairée donc par le Saint-Hubert, et non loin également du lieu donc où il a été aperçu pour la dernière fois sur les caméras. Donc le portable, c'est intéressant, il va donner quand même quelques éléments nouveaux, mais rien de déterminant. Donc on apprend aussi avec le téléphone que ce dernier a cessé d'émettre à 21h57, donc soit près d'une demi-heure après que Thomas a été aperçu pour la dernière fois sur des images de vidéosurveillance. On a des recherches un peu plus poussées qui vont être réalisées par des équipes de police spécialisées et également de secours, notamment au niveau des falaises, puisqu'effectivement il y a quand même plusieurs falaises qui entourent la commune, et surtout au niveau où le portable a été retrouvé un peu plus loin. Et il y a également des recherches qui vont être réalisées dans les rivières du secteur, et ces recherches vont rester vaines. On a beaucoup de bénévoles qui se sont mobilisés, et une quarantaine de bénévoles vont donc organiser des battues afin de potentiellement retrouver une trace de Thomas. Beaucoup de zones ont été fouillées, une carte est très régulièrement mise à jour par rapport à toutes les zones fouillées, donc une carte que je vous mets ici. Seulement, mis à part 2 jours après la disparition de Thomas où on retrouve son portable, on ne retrouve aucun autre élément, aucun autre indice qui pourrait nous aider à retrouver le jeune homme disparu. Les proches de Thomas ont essayé de retracer le parcours du jeune homme en se basant sur toutes les informations qu'ils ont obtenues. Donc je vais vous montrer ici, en rouge, le trajet qu'on peut attester de Thomas,
et en jaune le trajet qu'il aurait fait s'il s'était rendu au niveau du lieu où a été retrouvé le portable. Mélanie et les parents de Thomas sont en contact assez régulier avec la police suisse en charge de l'enquête. Ils semblent assez réactifs et prennent au sérieux, en tout cas semblent prendre au sérieux la disparition, même si c'est vrai qu'aujourd'hui ils ne peuvent pas communiquer tous les éléments de l'enquête aux proches. Du côté des proches, eux, ils essayent de médiatiser au maximum, que ce soit dans les médias suisses, mais également dans les médias français. Donc effectivement, il y a plusieurs émissions et médias qui ont déjà évoqué la disparition de Thomas, que ce soit en France ou en Suisse, et plusieurs associations ont relayé les avis de disparition du jeune homme, notamment, je vous le disais, la RPD qui a été saisie seulement le mois dernier. De mon côté, j'ai pu échanger par Skype avec les parents de Thomas et avec Mélanie, afin d'essayer de les aiguiller au mieux, en leur expliquant évidemment comment je travaille, mais aussi en essayant de leur apporter ma maigre expertise sur les disparitions de Français à l'étranger. C'est pas non plus mon domaine, mais avec le peu d'expérience que j'ai, j'essaye vraiment d'aiguiller sur ce que je sais. Donc j'ai notamment conseillé les parents de s'entourer d'un avocat français afin qu'il les aide évidemment dans les démarches qu'ils ont à réaliser, les démarches juridiques. Lorsqu'un Français disparaît à l'étranger, c'est le pays où a lieu la disparition qui va se charger de l'enquête. C'est la Suisse qui se charge de l'enquête. Par contre, je sais aussi qu'une enquête peut être ouverte en France, une sorte d'enquête qu'on appelle enquête miroir, si je me trompe pas. C'est une enquête qui va pas doubler celle des Suisses, mais qui va peut-être compléter celle des Suisses pour que potentiellement ils puissent faire des recherches sur le territoire français si besoin. Et dans ce cadre-là, dans ce dossier-là, je pense que c'est important, vous allez le voir pourquoi. Mais je leur ai conseillé de potentiellement se renseigner là-dessus. Alors ce qui est bien, c'est que les parents ont déjà été contactés par un officier de police judiciaire français. Et donc je leur ai conseillé qu'ils reprennent contact avec ce monsieur afin de savoir ce que la France peut faire au niveau enquête de son côté. Pour ce qui est de la communication, de la médiatisation du dossier de Thomas, j'ai conseillé à Mélanie aussi de se mettre sur Facebook et de créer un groupe de soutien sur Facebook parce que je sais que ça marche vraiment bien là-dessus et effectivement c'est ce qu'elle a réalisé. Et donc le groupe que je vous mets ici, c'est un groupe qui s'appelle Disparition Thomas Riot. Et ce qui est bien, c'est que ça permet généralement d'augmenter la visibilité, évidemment, de toucher une communauté qui va pouvoir se former autour des proches pour les soutenir moralement, mais aussi dans les recherches bénévoles si besoin. Et aujourd'hui, ça a pas mal augmenté la visibilité, puisqu'il y a quand même 5000 personnes qui ont rejoint très rapidement ce groupe. Et en plus de ça, il y a des personnes qui organisent des battues bénévoles, donc évidemment avec l'appui de la famille et des proches de Thomas. Donc par exemple, au moment où je vous parle, est prévu, alors je ne sais pas si c'est encore d'actualité, des battues donc le week-end qui arrive là, donc le week-end du 9 mai. Malheureusement, comme il a reneigé derrière, il y a plusieurs sentiers qui seraient impraticables et donc on ne sait pas au moment où je vous tourne cette vidéo si la battue va être maintenue, mais c'est pour vous montrer à quel point les gens aiment entourer des proches et aider, à quel point c'est important de se sentir soutenu et donc de ne pas rester seul dans ce type d'épreuve de vie. Donc je vous invite à rejoindre ce groupe si vous voulez être au courant des recherches, si d'ailleurs il y en a qui veulent aider, n'hésitez pas, et également tout simplement pour se tenir informé et au courant des nouveaux éléments sur le dossier de la disparition de Thomas. Et également, alors quand nous avons échangé avec les proches de Thomas, on a évidemment évoqué les hypothèses et il y en a plusieurs intéressantes qui méritent d'être exploitées que je vais vous exposer maintenant. Il a évidemment rapidement été évoqué la disparition volontaire, comme pour toute personne qui disparaît et qui est majeure. Cependant, et vous le comprenez je pense aisément par rapport aux éléments que je vous ai montrés, que je vous ai apportés dans cette vidéo, il semble assez peu probable que Thomas ait disparu de son plein gré. Disparaître dans un contexte festif alors que rien ne le présageait, en soirée alors qu'il était avec ses amis, me semble de mon côté en tout cas assez peu probable. En plus de ça, il avait beaucoup de projets bien avancés avec sa compagne Mélanie, comme par exemple travailler l'été 2025 en Vendée ou en Bretagne, puisqu'ils adorent faire du kitesurf. Et dans ce sens, ils avaient même passé plusieurs entretiens. Pour moi, il y a une autre piste qui est évidemment beaucoup plus probable que la disparition volontaire, c'est la piste
accidentelle. Thomas avait en effet beaucoup bu et on peut imaginer qu'il a pu être désorienté à cause de sa consommation trop excessive d'alcool. Bon, ça reste quand même assez curieux ce genre de comportement parce que ça ne lui ressemblait pas, il n'a jamais disparu ou été désorienté à cause de la boisson. En plus de ça, il semble assez étrange qu'il n'ait pas continué au moment où il était sur le parking à suivre le groupe pour aller chez la sœur de Mélanie pour manger. Donc on peut se poser la question qu'en s'aventurant un peu trop loin dans la commune, on va dire, il se soit perdu, il se soit égaré à cause de sa désorientation. Il n'aurait pas retrouvé son chemin et il se serait aventuré dans des zones boisées et escarpées en empruntant ce fameux petit chemin verglacé. Donc en glissant, il aurait fait tomber son portable. Alors, pour être honnête, ça me semble assez peu probable vu l'endroit où le portable a été retrouvé. Et il aurait continué sa route, il aurait continué vers un endroit où il aurait fait une chute mortelle, endroit qui n'a toujours pas été exploité aujourd'hui. Donc au moment où j'écris cette hypothèse, c'est vrai que je trouve que c'est assez peu probable. Ça reste quand même sur pas mal de points assez incohérents. Alors, déjà, je me pose la question, même si t'as bu, même si t'es un peu désorienté, pourquoi t'aventurer sur un chemin verglacé où il n'y a aucune habitation, parce que les habitations, je vous le rappelle, étaient en hauteur, et sûrement peu, voire pas du tout éclairé, donc tout seul dans la nuit. Il n'y a aucun sens d'aller là-bas, sauf si tu avais un rendez-vous avant, mais sur son portable, il n'y a aucune trace de rendez-vous spécifique à cet endroit-là. En plus, c'est un chemin qui l'éloigne de la station et qui l'emmène vers des zones boisées, escarpées, dangereuses, donc il n'y a vraiment aucun sens qu'il ait fait ça de lui-même en tout cas. Puis aussi, vu comme il titubait et qu'il marchait pas bien droit, on se dit mais pourquoi est-ce qu'il n'est pas tombé ? Et en tombant, pourquoi est-ce qu'il n'a pas fait tomber d'autres affaires ? Parce que c'est vrai qu'il avait un sac, il avait des chaussures, il avait son bonnet. C'est vrai que c'est bizarre aujourd'hui de ne retrouver aucune affaire à lui et qu'on ait juste simplement retrouvé son portable. Et surtout, j'en ai discuté rapidement avec un de ses amis, voire son meilleur ami, qui m'expliquait, et c'est vrai que Thomas connaissait extrêmement bien la station, puisqu'il y allait depuis plus de 10 ans maintenant, et même en ayant beaucoup bu, parce que ça lui arrivait de beaucoup boire et c'était pas la première fois, il ne s'est jamais trompé de chemin à ce point-là. Donc c'est vrai que l'hypothèse du fait qu'il se soit aventuré à l'extérieur, dans les bois, dans les zones escarpées, il n'y a aucun sens et il n'y a aucune cohérence. Enfin, vraiment, ça semble totalement impossible par rapport au contexte et pour les personnes qui le connaissent. Par contre, ça semble impossible, mais ça ne l'est pas. C'est-à-dire que cette piste ne peut pas être totalement écartée. L'être humain est imprévisible, surtout quand il boit. C'est pour ça qu'ils font continuer absolument les battues, qui pourront potentiellement permettre de retrouver de nouveaux éléments ou objets appartenant à Thomas, ou tout simplement, si on ne retrouve rien, s'assurer qu'il n'est pas présent dans telle ou telle zone, et donc clôturer ces zones et s'orienter soit vers de nouvelles zones, soit vers de nouvelles hypothèses. Car en effet, il y a une autre hypothèse qui semble tout à fait possible et qui mérite aujourd'hui d'être étudiée, celle de l'implication d'une tierce personne. Il est tout d'abord rapidement soulevé par Mélanie que le comportement de Thomas était assez troublant et préoccupant. Je vous le disais, ça ne lui ressemblait pas de disparaître comme ça après avoir bu en soirée, et c'est pour ça que très rapidement a été évoqué le fait que potentiellement Thomas aurait pu être sous l'emprise de GHB ou de toute autre drogue qu'il aurait pu involontairement boire, ingurgiter dans un verre. C'est une substance GHB que je pense que vous connaissez sous un autre nom, donc la drogue du vieux, qui est une drogue de synthèse aux propriétés sédatives et amnésiantes et qui aurait pu être ajoutée donc dans un des verres que Thomas a bu. Alors c'est généralement une drogue qu'on utilise pour rendre la victime beaucoup moins alerte, qu'elle ne se souvienne de rien de ce qui lui arrive, et donc ça rend la personne qui boit cette drogue complètement vulnérable. Mélanie m'a expliqué qu'en soirée, ça peut très bien arriver que Thomas boive dans un autre verre qui ne lui appartient pas, soit en se trompant ou soit en prenant un verre comme ça sans se rendre compte. Et donc c'est ce qui aurait pu arriver à Thomas. Il aurait pu prendre un verre qui ne lui était peut-être pas destiné ou qui lui était destiné, on ne sait pas, où dedans il y avait la présence de GHB ou équivalent. D'ailleurs, des cas similaires ont été reportés dans la station, notamment au niveau d'une boîte de nuit de Nenda qui s'appelle le Lapin Vert, et c'est pour ça que la question ici est légitime. Est-ce que Thomas a été drogué à son insu, et est-ce que c'est donc pour ça qu'il a agi de manière
incohérente après être sorti du bar. Alors après, même si c'est le cas, ça n'explique pas son absence, hein. Et je vous rappelle qu'on l'a vu marcher seul sur des enregistrements de caméras de vidéosurveillance. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de savoir pourquoi est-ce qu'il aurait fait demi-tour. Donc moi, je reste sur le fait que potentiellement, et ses proches sont d'accord avec ça, par rapport au SMS qu'il a envoyé à sa collègue et le fait qu'il voulait trouver de quoi fumer, il a pu donc se mettre effectivement à la recherche de quelqu'un qui pourrait lui fournir de l'herbe afin qu'il puisse fumer tout simplement, et il aurait pu donc tomber sur une ou plusieurs personnes à qui il a fait cette demande et avec qui ça se serait mal passé et qui aujourd'hui gardent le secret sur ce qui s'est passé cette nuit-là. Pour cette hypothèse, un témoignage intéressant est parvenu à la famille et aux proches de Thomas, du jeune disparu, donc notamment le soir de la disparition de Thomas, non loin de la piscine, non loin du lieu où il a été aperçu pour la dernière fois. Le témoin se souvient d'un groupe de 4-5 personnes qui faisaient pas mal de bruit, tellement que ça l'a interpellé et que le témoin est sorti sur son balcon pour voir ce qui se passait. Quand il est allé sur le balcon, il a vu donc ce groupe-là de 4-5 personnes et une silhouette un peu isolée qui semblait pas faire partie du groupe. Et a priori, ce serait dans un horaire qui correspondrait à la disparition de Thomas. S'agissait-il cette silhouette du jeune homme disparu? Est-ce que c'est un groupe qui aurait pu échanger avec Thomas? Ce groupe a pu voir quelque chose d'important qui pourrait aider à comprendre ce qui arrivait à Thomas. Est-ce que Thomas, tout simplement, est rentré en conflit avec ce groupe-là et est-ce que derrière il serait monté dans la voiture, dans le véhicule d'une de ces personnes? Et on se pose la question aussi, quelqu'un n'a-t-il pas voulu se débarrasser du portable de Thomas pour brouiller les pistes en le balançant en contrebas de la route? Parce que c'est vrai que je vous le dis, au niveau du lieu où a été retrouvé ce portable, ça fait vraiment penser à quelqu'un qui l'aurait balancé. Je peux me tromper, mais je pense qu'il a été balancé du haut. Alors par qui, on ne sait pas, mais c'est vraiment le ressenti que j'ai avec les informations que j'ai. Mais il y a également une question qui va se poser concernant, vous savez, le véhicule blanc ou gris, la Peugeot 207, qui n'a à ce jour pas été identifié. Cette Peugeot, on est sûr, a croisé Thomas, parce que ça a été vu sur les vidéos, mais on ne sait pas si cette ou ces personnes dans le véhicule ont pu voir quelque chose qui pourrait aider à comprendre ce qui arrivait à Thomas ce soir-là. Déjà, on a plein de questions sur ce véhicule. Qui était le conducteur? Est-ce qu'il y avait d'autres personnes avec lui dans le véhicule? Ce sont des témoignages qui pourraient vraiment être importants pour l'avancée du dossier, mais surtout, on peut penser derrière que ce véhicule ait pu recroiser Thomas, et potentiellement il ait pu monter dans la voiture, et on peut aussi penser que derrière ce véhicule aurait pu recroiser Thomas, donc c'est vraiment important de le retrouver. Également, et j'aimerais le noter parce que vous allez comprendre tout de suite après pourquoi, il semblerait, en tout cas il y aurait une possibilité pour que l'immatriculation du véhicule soit française, selon les témoignages qui sont parvenus aux enquêteurs. C'est dans ce contexte que j'aimerais évoquer une hypothèse qui pour moi est importante mais également très alarmante, c'est de faire un rapprochement en lien avec ce véhicule et potentiellement des suspects français. Alors attention, c'est une hypothèse qui n'est appuyée avec aucun élément à ce jour, c'est-à-dire qu'on n'a pas de preuve de quoi que ce soit de l'implication potentielle de ces personnes-là que je vais vous citer dans la disparition de Thomas. Mais au vu du contexte, de la cohérence de lieu, de temps, je suis obligée de vous en parler. En effet, il y a eu quelque chose qui s'est passé 2 jours seulement avant la disparition de Thomas. Donc je vous avais dit, il y avait eu des personnes qui avaient été droguées au GHB et autres drogues d'ailleurs, c'était même un cocktail explosif de drogue, donc à leur insu évidemment, dans la fameuse boîte de nuit du Lapin Vert. Ces 2 personnes, donc une femme et un homme, qui ont été tous les 2 drogués à leur insu. Il y a une femme qui a été retrouvée, elle, dans l'appartement qu'avaient loué 4 personnes qui semblent être françaises, et l'homme, lui, a été apparemment embarqué dans une voiture, donc avec immatriculation française, et il aurait été laissé jeté entre guillemets sur le bas-côté de la route, et il aurait été retrouvé le lendemain, seulement lendemain matin, alors qu'il faisait quand même froid, on est en station. Il aurait été retrouvé vivant mais en état
d'hypothermie tellement qu'il a dû être élitreillé et qu'il a été ensuite soigné dans un hôpital. Donc évidemment, il y a une enquête qui est en cours, il me semble, sur cette affaire. Mais donc les agresseurs semblent être français, semblent être au nombre de 4, et ils ont apparemment un accent du sud, puisque on ne sait pas si ce sont des Marseillais ou des Toulousains. Eux, ce qu'ils avaient fait, c'est qu'ils avaient loué du samedi au samedi, pendant la période de disparition de Thomas, c'est pour ça que je vous en parle, dans une station voisine située à une quinzaine de minutes de Nenda, donc à Vezona. C'est là qu'ils avaient leur appartement, mais ils venaient faire la fête sur Nenda. Et donc, c'est pour moi très important de faire ce lien, puisqu'on peut se poser la question, est-ce qu'il est arrivé le même type d'agression à Thomas ? Sauf que lui, aujourd'hui, on ne sait pas où il est. Donc, est-ce que cette voiture Peugeot 207 grise ou blanche a un rapport avec ces vacanciers-là ? Est-ce que eux étaient présents ce soir-là et qu'ils ont voulu faire la même chose qu'ils ont fait 2 jours avant la disparition de Thomas, c'est-à-dire faire du mal à des personnes en les droguant ? C'est légitime de se poser toutes ces questions, et pour moi, c'est important, même si on n'a aucun élément, aucune preuve de l'implication de ces hommes dans la disparition de Thomas, de vous exposer cette hypothèse aujourd'hui. Et c'est pour ça aussi qu'il est important de faire un appel à témoins. Vous avez vu toutes les questions qu'on se pose ici, ce sont évidemment des questions que se sont déjà posées la famille et les proches de Thomas. Eux, ce sont des centaines, voire des milliers de questions tous les jours qui restent sans réponse. Bien qu'à nos yeux, la disparition est récente, pour la famille, c'est beaucoup plus compliqué, puisque chaque semaine, chaque jour, chaque minute même qui passe semble être une éternité. Tant qu'ils n'ont pas de nouvelles de Thomas, leur vie s'est complètement mise sur pause. Aujourd'hui, et j'ai pu le remarquer, leur vie est en suspens et c'est très compliqué d'aller de l'avant sans savoir ce qui s'est passé. Donc que faut-il faire aujourd'hui ? Du côté de l'enquête, de la famille, il y a pas mal de choses à faire. En effet, il serait, je pense, très intéressant de réaliser des analyses toxicologiques sur le verre de Thomas, donc le verre qu'il avait quand il a bu dans le bar. Alors pourquoi je vous en parle ? Puisque tout simplement, en fait, il est parti du bar avec ce verre. Et le verre a été minutieusement conservé par Mélanie, justement dans ce but potentiel d'analyse du verre, donc analyse toxicologique, et voir s'il y a la trace de drogue, donc de GHB ou autre drogue similaire. Et effectivement, c'est très important, je pense, de réaliser ce type de vérification dans le contexte que je vous ai exposé. Mais également, il faut que l'enquête continue en retrouvant des témoins, des personnes, et en les interrogeant pour essayer de comprendre ce qui aurait pu se passer le soir de la disparition de Thomas. Et donc c'est pour tout ce que je viens de vous exposer ici qu'aujourd'hui il est important de lancer un appel à témoins. Pour ça, je vous le disais, vous avez à disposition un formulaire Google totalement anonyme, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun recueil d'informations. Vous me mettez les informations dans le corps du texte que si vous avez envie de vous identifier, mais sinon pas de recueil de mail, rien du tout. Et donc vous pouvez retrouver, je vous disais, ce formulaire en commentaire épinglé de cette vidéo ou en description. Vous pouvez le compléter si par exemple vous étiez présent à l'afterski du Cheers Bar le mercredi 5 février 2025 et que vous pensez avoir vu ou entendu quelque chose qui pourrait faire avancer l'enquête. Si vous avez vu Thomas marcher seul ou en compagnie d'autres personnes ou discuter avec d'autres personnes aux environs de 21h30 ou plus tard, si vous avez parlé à Thomas le soir de sa disparition, si vous avez une idée du conducteur du véhicule Peugeot 207 grise ou blanche qui aurait croisé la route de Thomas ce soir-là, si vous faites partie de son entourage proche ou éloigné sur Nenda ou Chamonix, les Ouches, où il avait l'habitude de se rendre quelques fois en saison, si vous pensez avoir vu Thomas après sa disparition et si vous savez quoi que ce soit concernant cette disparition qui pourrait aider à l'enquête. Alors je tiens ici à faire une petite mise en garde, un petit disclaimer. On parle effectivement d'alcool, de consommation d'alcool très certainement excessive, de consommation de drogues récréatives, donc je parle ici d'herbe. On n'est pas là pour juger, effectivement, il faut boire avec modération. Effectivement, c'est pas bien de fumer de l'herbe, donc de l'herbe ici, évidemment, vous savez, puisque YouTube aime pas trop ce type de mots. Mais s'il vous plaît, on n'est pas dans le jugement ici. Oui, et il aurait peut-être dû moins boire, oui, il aurait peut-être dû pas chercher à fumer, mais en fait, ça ne fait rien avancer. Ici, dans l'espace commentaire, j'aimerais que ce soit vraiment bienveillant, qu'il n'y ait pas ce type de message. Ça ne sert à rien, ça ne fait rien avancer. La famille va lire les commentaires, je vais les lire également.
Et je vous demanderai s'il vous plaît donc de rester bienveillant et de ne pas être jugeant dans ce que vous allez laisser. Mais je vous invite évidemment à commenter dans la vidéo, vous le savez, au niveau de l'algorithme, ça augmente la visibilité de la vidéo, ce qui est bien pour la famille et pour mon travail. Et j'aimerais vraiment terminer cette vidéo sur les témoignages des proches de Thomas, donc des parents et de Mélanie. Bonjour, on voudrait retrouver notre fils Thomas qui a disparu depuis le 5 février. On garde tout espoir pour le retrouver. Ce qui est important, c'est qu'on on recherche dans la forêt, mais ils n'ont rien trouvé pour l'instant. Et on garde espoir justement. On est toujours dans l'attente et on veut toujours espérer, on espère le retrouver vivant. Tous les jours, on se pose les mêmes questions, où il est, qu'est-ce qui lui est arrivé, et on n'a pas de réponse dans tout ça. Donc, faut y croire qu'il est quelque part et qu'il nous attend et qu'on va bientôt le retrouver. On a besoin de lui comme lui il a besoin de nous, qu'on l'aime fort. Bon Thomas, si tu m'entends, que tu vois cette vidéo, sache que nous t'aimons très fort. Tu laisses un vide immense dans nos vies depuis 3 mois. Je pense tous les jours à nous, à notre complicité, nos beaux voyages qu'on a partagés ensemble. T'es une belle personne, mon Cookie. Toujours bienveillant, généreux, prêt à aider les autres, à vouloir faire plaisir. Ce qui me manque, c'est tes câlins, ton regard, ton sourire qui me fait sentir bien. Nos discussions ensemble, ta joie de vivre. Je me sens seule sans toi. J'angoisse de te perdre. Mais je peux pas perdre espoir de te revoir. Qu'on reprenne ce qu'on partage ensemble depuis 9 ans. C'est pas possible que ça s'arrête comme ça. C'est pour ça que je fais appel à vous tous. Si vous avez le moindre indice, un détail, vu ou reconnu son visage, son tatouage, aidez-nous, on a besoin de réponses dans cette attente. Et surtout retrouver Thomas au plus vite. Merci déjà à toutes les personnes qui nous ont aidés, qui nous soutiennent. Par vos messages, vos actions, c'est une grande force pour nous. Merci. Thomas, sache que je t'aime très fort et reviens-nous vite. Je remercie tout le monde d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. C'est vraiment un dossier qui me touche. Les proches sont vraiment forts et je sais pas comment ils font pour traverser ce type d'épreuve de la vie auquel on n'est évidemment jamais préparé. Donc je leur souhaite vraiment beaucoup de courage, je leur envoie tout mon soutien. J'espère que vous allez commenter, que vous allez témoigner, que vous allez partager afin que le plus de monde puisse voir cette disparition, puisse être au courant de cette disparition. De notre côté, on va continuer à essayer de médiatiser sur d'autres médias à portée nationale, évidemment. Je vous remercie énormément de soutenir mon travail. On se retrouve la semaine prochaine pour une vidéo que beaucoup m'ont demandé de mise à jour sur un dossier où il y a vraiment eu beaucoup de mises à jour, et d'ailleurs il y a un petit rapport avec une des villes que je vous ai citées dans cette vidéo. C'est pas du tout fait exprès, mais écoutez, on a vraiment bien avancé sur l'enquête et je voulais vous en parler. Évidemment, on se retrouve sur ma chaîne secondaire qui s'appelle Les coulisses de Marine B. Je vous invite à rejoindre cette chaîne et je vous mets tout en description de la vidéo. Il y a tous mes réseaux sociaux si vous voulez me suivre. Et en attendant, prenez soin de vous et de vos proches. C'était Pépito. Oui, moi j'ai le bras long dans le gâteau.